Vous m'excuserez pour ce fond un peu dénudé et cette lumière jaune assez peu flatteuse, on va pas se mentir, mais j'avais un peu la flemme de tout installer dans la chambre pour cette vidéo, et j'espère que vous m'en tiendrez par rigueur, mais je sais que vous êtes très sympathique. Et en plus, on se retrouve pour le top de l'année, une de mes vidéos préférées. J'espère que vous allez tous très bien et je vais commencer cette vidéo par vous souhaiter une très joyeuse année 2025. Parce que oui, je tourne cette vidéo un peu tard, on est le 17 janvier et je crois que les conventions nous autorisent à souhaiter la bonne année pendant tout le mois de janvier, donc excellente année à vous. Santé surtout, c'est le principal, santé, bonheur, amour, succès, joie, bref, tout ce que vous espérez de cette année, j'espère que vous l'aurez. On se retrouve donc pour un très rapide bilan et top de mes lectures en 2024. Il faut savoir que 2024 a été une année assez bizarre parce que la première moitié de l'année a été marquée par des lectures assez décevantes, voilà, très peu m'ont marqué, et la seconde moitié de l'année a été, ma foi, beaucoup plus satisfaisante. En tout, j'ai lu 59 livres, quasiment que des romans. Ce qui est un chiffre voilà, qui me convient très bien, parfois je lis un peu plus, parfois je lis un peu moins. Le seul problème quand on lit un peu moins, c'est qu'on a moins le choix dans le top de nos meilleures lectures, qu'on a aussi moins de coups de cœur, tout simplement parce qu'on laisse leur chance à moins de livres, donc cette année ce sera pas un top 10 parce que j'ai pas trouvé 10 lectures qui méritaient entre guillemets leur place dans un top dédié, mais j'ai quand même 8 lectures qui m'ont particulièrement plu et une qui a été un véritable coup de cœur et dont je vous ai pas encore parlé sur la chaîne parce que c'était littéralement ma dernière lecture de l'année. Je l'ai terminée juste après Noël, entre Noël et le Nouvel An, et ça a été ma meilleure lecture de l'année et l'un de mes plus gros coups de cœur depuis très longtemps, donc j'ai hâte de vous en parler. Ça sera à la fin de la vidéo, histoire que vous quittiez pas juste après en avoir entendu parler. On connaît le watch time, l'algorithme, bon voilà. Je vais rapidement repasser donc sur les 8 livres et je vous mettrai en barre d'infos les vidéos dédiées dans lesquelles j'ai parlé un peu plus en profondeur des livres parce que comme la plupart viennent de ma deuxième moitié de l'année, vous en avez entendu parler il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, je vais pas m'apesantir sans 7 ans. Cette intro est suffisamment longue, c'est parti pour le top 2024 de mes lectures. Alors quoi de mieux pour commencer ce top de l'année que justement la lecture qui m'a remis dans une dynamique où je me suis rappelé pourquoi j'aimais lire, pourquoi j'adorais dévorer des romans, qui m'a donné envie de relire des livres plus conséquents avec plus de pages, etc. mais avec beaucoup de plaisir. Plaisir que j'avais un peu perdu tout le début de l'année 2024 et ce livre c'est Confusion de Elizabeth Jane Howard. C'est un tome 3, le tome 3 de la saga des Casale. Donc un peu comme pour mon point lecture, je peux difficilement vous en parler avec détail, etc. Mais on suit simplement une famille anglaise au début-milieu du XXe siècle, juste avant la Seconde Guerre mondiale, parce que justement, la Seconde Guerre mondiale va ensuite bouleverser le quotidien de cette famille. Donc il y a 3 générations dans une espèce de maison de vacances qui ressemble à un mini manoir avec un terrain de tennis, il y a un lac, il y a beaucoup d'hectares de terrain on dirait. Ils viennent de l'ancienne bourgeoisie, donc on sent qu'il y a un patrimoine culturel, financier derrière eux, mais c'est pas pour ça qu'ils sont dans l'opulence. Et on va simplement suivre le quotidien donc à la fois des adultes et des enfants. Et Elizabeth Jane Howard, elle nous peint une fresque familiale qui est très riche, qui est très attachante. Elle arrive à donner une voix à chaque personnage, à leur donner une personnalité qui est propre. Quand on suit les enfants, voilà, il y a une plume qui fait qu'on comprend qu'on est avec un enfant, avec les adultes, des problématiques d'adultes, etc. Et ce que j'ai particulièrement aimé dans ce tome 3, c'est que on s'attarde beaucoup sur les femmes de cette famille. Il est presque consacré à ces femmes et aux enjeux, aux obstacles qu'elles doivent surmonter. Parce que, donc, comme on suit cette famille sur plusieurs années, certaines adolescentes deviennent des jeunes femmes, peut-être vont se marier, avoir des enfants. Donc il y a cette problématique de la maternité, du mariage, du sacrifice pour l'autre, pour les autres aussi. C'est vraiment une super saga. Je crois qu'il me reste encore 2 tomes à lire. Je vais les lire cette année avec grand plaisir. Du moins on va essayer. Et je vous ferai une vidéo dédiée parce que si vous aimez les romans familiaux, les romans chorales et cette ambiance anglaise, campagne, presque, en fait on dirait presque un roman victorien mais c'est 20e siècle, vous allez adorer. Donc je vous conseille 1000 fois cette saga. Ensuite, de quoi je dois vous parler? Je dois vous parler de Lune froide sur Babylone, évidemment, de Michael McDowell.
Michael McDowell qui a aussi publié la saga feuilleton événement de Blackwater, qui est sortie en 6 tomes, il me semble, et qui avait fait beaucoup parler d'elle à l'époque. Et Lune froide sur Babylone, c'est pareil, c'est un roman un peu thriller, horreur, légèrement fantastique, qui m'a happé du début à la fin, avec une super plume, avec une super ambiance. On est dans l'Alabama, je crois, des années 60, mais bref, sud des États-Unis, hein. C'est un secteur que Michael McDowell apprécie, je crois qu'il a grandi un peu là-bas, donc c'est pour ça que tous ces romans presque se passent dans cette ambiance très moite, chaude, légèrement étouffante. Donc on est dans une toute petite ville, avec un fleuve, le Perdido. Perdido ou ça c'est dans Blackwater? Ah je sais plus. Mais comme dans Blackwater, il y a donc un fleuve qui possède en son sein de nombreux dangers et duquel il faut se méfier. Et au bord de ce fleuve vit une famille qui a des myrtilles, donc ils vendent des myrtilles, ils font la récolte l'été, ils survivent avec ce qu'ils ont gagné l'hiver. Il y a la grand-mère et il y a ses petits-enfants, les parents étant morts dans un tragique accident quand ils étaient plus jeunes. La grand-mère, vous savez, c'est une grand-mère qu'on aime bien détester, qui saoule un peu, qui est un peu stressée, qui est un peu anxieuse, mais bon, c'est une grand-mère quoi, donc quand même elle est attachante. On a le petit-fils qui se démène, la petite fille qui est encore à l'école, au lycée. Et justement, un jour, il y aura un orage assez violent, et la petite fille, Margaret, je crois qu'elle s'appelle, ne va pas rentrer de l'école. Elle va disparaître. Et donc la première partie du roman, c'est vraiment qui est le coupable, qui a fait ça. Et donc grâce à cette enquête, on va découvrir plein de personnages différents parce que on va virevolter à travers la ville, le shérif va mener l'enquête et j'ai adoré cette ambiance, j'ai adoré l'enquête, j'ai adoré la petite touche fantastique et horrifique qu'aime apporter l'auteur à presque tous ses livres. Je crois que dans une interview que Monsieur Toussaint Louverture avait traduit de lui, il explique qu'en fait il aime l'horreur parce que ça permet de faire ressortir tous les autres aspects des livres, ça permet de faire ressortir le comique, l'absurde, la violence, la monstruosité, enfin bref. Il aime bien l'horreur parce que, à travers une petite touche de fantastique horrifique comme ça, il arrive à dépeindre des histoires et à mettre en valeur en fait tout ce qu'il veut raconter à travers ces histoires. C'est pas très précis ni aussi fin que ce que lui disait, hein, ce que je vous raconte, mais voilà, moi j'aime beaucoup en tout cas ce qu'il fait, j'ai encore d'autres œuvres de lui à découvrir, mais j'ai préféré Lune froide sur Babylone à Blackwater, même si les deux voilà, ont leurs avantages, ont leurs inconvénients, mais là le fait que ça soit sur un tome unique, etc., bah, ça se dévore encore plus, et il n'y a pas trop de temps mort, il y a une plume sublime, en tout cas très bien traduite, et j'ai adoré ce roman, vraiment. J'aimerais vous parler ensuite de Où vont les larmes quand elles sèchent de Baptiste Beaulieu. Il raconte l'histoire d'un médecin, alors il dit pas que c'est lui, mais on comprend très clairement que c'est exactement de lui dont il parle, d'un médecin qui va être traumatisé par une affaire parce que une dame va appeler les secours pour son fils et dans la panique, elle va indiquer son adresse et au lieu de dire qu'elle habite au 24, elle va dire qu'elle habite au 42. Donc les secours vont mettre du temps à arriver parce qu'ils arrivent à la mauvaise adresse et le temps qu'ils trouvent, ces quelques précieuses minutes qui vont manquer pour trouver la bonne adresse, l'enfant, l'adolescent, va décéder. Et en fait, cette injustice que ce docteur va ressentir va profondément s'ancrer en lui, au point qu'il ressent le besoin de s'évader, il va partir un week-end à Rome, il va essayer de se détacher de cette réalité, mais il se rend compte que depuis cet événement, depuis d'avoir été confronté à la douleur de cette mère et à l'injustice qui était en fait cette situation, je crois que dans le livre il dit en fait son fils est mort parce que sa mère l'aimait trop. Sa mère a tellement paniqué, était tellement morte de peur à l'idée de pouvoir perdre son fils que cette panique, cet amour lui a fait faire cette erreur. Et ensuite, il ne va plus réussir à pleurer. Dans son quotidien de médecin, il va être confronté à plein de situations très dures, très injustes, très violentes, à beaucoup de solitude, etc. Mais tout ça fait que il arrive quand même pas à pleurer. Il est empathique, il fait son travail de médecin, il soigne, mais au fond de lui, c'est comme s'il y avait quelque chose qui était brisé et il se demande comment retrouver ses larmes. Et si vous suivez Baptiste Beaulieu sur Instagram, il va, en fait, vous allez retrouver certaines des histoires ou la même tonalité d'histoires qu'il peut publier sur son compte, qui est simplement, il va raconter les histoires de ses patients et de ses patientes. Et on est vraiment confronté à cette problématique de médecin de tu dois soigner les gens et faire preuve du plus d'empathie possible et en même temps tu peux pas prendre toute la misère du monde sur tes épaules. Et c'était magnifique, c'était un très bel ouvrage, un très beau témoignage.
Lui-même, on sent qu'à la fin, il sait pas trop quoi faire, il sait pas trop ce que ça va changer, mais on sentait que c'était vraiment un exutoire, que c'était presque une thérapie d'écrire tout ça et de faire partager ça au monde. Et j'ai adoré cette TC slash témoignage slash autofiction, autobiographie, je sais pas trop dans quelle case le ranger, mais c'était magnifique. Ensuite dans ce top, on retrouve une duologie de bande dessinée. J'ai donc adoré les 2 BD de The Nice House on the Lake, c'était absolument génial. C'est parmi les seuls BD slash romans graphiques que j'ai lu cette année. Mais, on est sur le haut du panier. L'histoire est assez simple ma foi. Ce sont des amis de fac, d'université, bref vous savez ce début de l'âge adulte, cette fin d'adolescence, qui pour certains se sont perdus de vue, ne se sont peut-être jamais vraiment connus, mais ont un ami en commun. Cet ami en commun va leur dire écoutez, ça fait genre 10 ans qu'on s'est pas vu, venez, on fait un week-end chez moi, je vous invite, j'ai une bête de maison, voici les photos, c'est vrai que la maison est magnifique, c'est à mes frais, venez. Tout le monde se dit bon, allez, pourquoi pas. Ils acceptent l'invitation, ils sont pareils, à peu près une dizaine. Ils arrivent dans cette maison, leur petite vie se passe, et très rapidement, ils vont recevoir sur leur téléphone des notifications, comme quoi c'est l'apocalypse à l'extérieur. Le monde est littéralement en train de mourir, tout le monde se fait brûler, tout le monde subit des combustions spontanées, des choses comme ça. Et eux, quand ils essayent de rejoindre leurs proches ou des choses comme ça, ou de les joindre, impossible de partir de cette maison. Ils sont coincés. Le monde est en feu, à feu et à sang à l'extérieur, mais eux, ils ne subissent rien de tout ça, et ils sont préservés, slash emprisonnés, dans cette espèce de maison au bord du lac. Et donc certains vont se mettre à déprimer, d'autres vont commencer à mener l'enquête et essayer de partir à tout prix, et vous vous doutez bien qu'il y a quelques mystères dans tout ça, et en même temps on va avoir des petits flashbacks de leur rencontres, de leur passé ensemble, de leur jeunesse ensemble, comment les amitiés se sont construites, et on va découvrir petit à petit les liens qu'ils ont les uns avec les autres et les liens qu'ils ont avec leur invité, mystérieux invité, qui cache beaucoup de secrets. Et c'était super, j'ai beaucoup aimé le dessin, j'ai beaucoup aimé les planches. Alors apparemment c'est une duologie qui va avoir une suite, c'est plutôt un cycle un peu plus global. Et j'ai adoré me poser des questions, je trouve que la résolution est très originale, très intéressante, elle est bien faite. Il y a un côté très mystérieux, très angoissant. De toute façon en fait il y a l'ambiance que vous pouvez retrouver comme Ils étaient 10 de Agatha Christie, The White Lotus aussi. Toutes ces ambiances de gens qui se retrouvent coincés à huis clos, voilà, sur une espèce d'île, ou là c'est le cas d'une maison, un îlot au bord d'un lac, etc. Vous retrouverez la même ambiance un peu angoissante, et en même temps on aime regarder ça, on aime essayer de deviner ceux qui vont craquer, ceux qui vont s'en sortir, ceux qui vont faire des choses plus ou moins morales pour essayer de s'en sortir. Bref, il y a un petit côté jouissif à regarder comment cette isolation va transformer les gens, peut-être les pervertir ou au contraire faire ressortir le meilleur d'eux-mêmes, on ne sait pas. Voilà, si vous aimez en tout cas les bandes dessinées et les romans graphiques, je vous conseille cette duologie à 100%, en tout cas tous ceux qui en ont parlé, je n'ai vu que des avis positifs. Ensuite, je ne pouvais pas faire cette vidéo des tops sans vous parler de Nos richesses de Kauter Adimi, qui a été pareil, un assez gros coup de cœur en ce milieu d'année. C'est un roman qui se passe en 2 temporalités. Première temporalité, c'est un jeune Parisien d'origine algérienne qui doit aller à Alger pour déménager une librairie. Une très ancienne librairie vient d'être rachetée par l'État ou la ville, la municipalité, je ne sais plus. Et en fait, elle n'était pas gérée, donc il y a énormément de livres encore à l'intérieur. Et ce jeune homme doit aller tous les mettre en carton pour que voilà, les livres partent ailleurs. Donc il va arriver dans cette ville d'Alger qu'il ne connaît pas. Il doit accomplir cette tâche un peu de mauvais cœur, et il va découvrir et se lier d'amitié ou moins d'affection avec les habitants du quartier. Dans les habitants du quartier, on a un vieil homme qui lui est très attaché à cette librairie. Il ne lit pas les livres qu'il y a dedans, mais simplement il en prenait soin, il les gardait, il les classifiait. Et ce vieil homme a le cœur brisé de voir que cette librairie va fermer, que tous les livres vont être déménagés ailleurs et qu'il va, voilà, il va plus pouvoir les consulter. Et à travers en fait ces deux personnages masculins, on va découvrir la jeunesse de cette librairie, qui en fait est une librairie slash maison d'édition qui a été créée par Edmond Charlot dans les années 60. Donc on va avoir tout ce milieu de l'édition qui est très agréable, on va croiser plein
grosses têtes de la littérature. Il va publier Albert Camus, etc. Donc tout ça c'est tiré d'une histoire vraie, de la vraie création de la maison d'édition et de la publication de tous ces textes par Edmond Charlot. Et à travers le destin de cette librairie, on suit forcément toute la situation géopolitique en Algérie, en France, la guerre d'Algérie, à travers en fait cette fresque qui tourne autour des livres, de cet amour des livres, de cet amour de la plume, des mots, etc. Il y a cette volonté d'écrire quelque chose, d'engager, de rendre hommage aussi à cette ville qui est Alger. On a Edmond Charlot qui lui est un Français qui a vécu et fait presque toute sa vie en Algérie, qui se sent proche de ce pays. Et en même temps on a ce jeune homme qui est algérien mais a grandi en France et c'est un peu l'inverse, donc c'est un peu un jeu de miroir qui se crée. C'est un livre qui est assez court, qui se dévore. J'ai adoré La plume de Kawther Adimi, j'ai lu un autre roman d'elle depuis et j'en ai 2 autres déjà qui m'attendent dans ma palle. On va continuer la découverte de cette autrice et c'est sûr que si vous aimez les bons livres qui parlent de livres, vous allez adorer celui-là. Autre livre qui méritait amplement cette place dans le top de l'année, c'est La mer sans étoiles de Erin Morgenstern. Alors, je l'ai lu assez récemment aussi, et ce livre a été un vrai voyage, une vraie découverte. On y suit un jeune homme qui s'appelle Zachary, il est à l'université et il fait une espèce de thèse, un mémoire sur les jeux vidéo, la narration dans les jeux vidéo et surtout l'importance des choix. Ce n'est pas anodin, parce que la vie de Zachary va être bouleversée. Un jour il va à la bibliothèque, il trouve un livre qui n'a pas d'auteur, qui n'a pas de titre, qui a simplement une couverture je crois marron, assez ancienne. Il ouvre, il feuillette rapidement, et il commence à lire. Et surprise, ce qu'il lit, c'est un moment de sa jeunesse qu'il a vécu. Il trouve ce livre qui raconte sa propre vie, mais c'est pas lui qui l'a écrit. Comment on peut savoir ça? Et de fil en aiguille, il va mener son enquête. Et cette enquête va le mener à un espèce de monde souterrain, onirique, qui n'a ni frontière de lieu, d'espace, de temps, bref, la mer sans étoiles. C'est compliqué de vous en dire plus parce que là toute la partie Zachary, je vous ai presque rien raconté du roman. Mais je ne tiens pas à vous spoiler, j'ai même pas envie de vous parler des thématiques ou de comment le récit est structuré parce que c'est un récit qui ne vous prend pas forcément par la main, mais c'est un récit dans lequel il faut se plonger, je pense, sans rien savoir. Et voilà, sauter dans ce bateau et voguer au gré des vagues qui vont vous mener d'un côté ou de l'autre. Vous allez être décontenancé. Vous allez parfois ne pas tout comprendre, mais on a cette beauté de la narration, on a cette beauté de la plume, en même temps on a ce petit mystère, parce qu'il y a quand même un fil rouge, il y a quand même une quête à mener, hein, des réponses à trouver. C'est un récit qui fait beaucoup appel à l'imagination du lecteur, parce qu'il va donner beaucoup de détails, mais ce sont des choses qui sont tellement abstraites. Il va nous parler de choses que on n'a jamais vu de nos yeux, que notre imagination va vraiment tourner à plein régime. Si vous aimez juste plonger dans des histoires avec des péripéties, pas forcément vous poser la question du réalisme, de la crédibilité, de la concordance des choses, que vous aimez les histoires comme les contes, qui font vraiment rêver, voyager, vous allez, je pense, beaucoup aimer ce livre. Il a été un coup de cœur pour de nombreuses, très nombreuses personnes, et c'est un roman qui est très prenant, très immersif. Je n'avais jamais rien lu de tel. C'est clair que quand vous lisez ça, il n'y a rien qui s'en rapproche. Donc je ne peux que vous le conseiller, juste pour l'expérience de lecture absolument unique que c'est. Alors là, vous allez peut-être être surpris parce que c'est un livre dont je vous ai parlé en disant ouais bah je sais pas trop quoi en penser au final. Et quand j'ai regardé tous les livres que j'avais lus cette année, je me disais quand même, il m'a marqué, j'ai presque déjà envie de le relire et juste d'enchaîner avec le tome 2 en fait directement. Et surtout je pense que c'est la plus belle plume que j'ai lue de toute l'année. Voilà, je tiens à mettre Manèche de Stéphane Plateau dans ce top. Si vous avez suivi mes derniers points lecture, etc., voilà, ça peut sembler étrange parce que en fait Manèche c'est un énorme tome de presque 500 pages en grand format qui est très introductif. Il est tellement introductif qu'en fait on arrive à la fin du tome et on se dit mais il s'est pas passé grand chose quoi. J'ai eu un premier pas dans l'univers mais maintenant c'est quoi l'histoire quoi? C'est quoi les rebondissements? C'est quoi les péripéties machin? Et tout le monde m'a dit il faut lire le tome 2 est presque je crois un des meilleurs tomes de la saga,
Manège m'est quand même beaucoup resté en tête parce que l'univers est très beau, la plume de Stéphane Plateau, en plus là c'est pas une traduction rien, c'est vraiment la plume brute telle qu'il a écrit, elle est sublimissime. Vraiment c'est un banger, c'est riche en vocabulaire, riche en description, c'est très immersif, les personnages sont hyper bien écrits, les dialogues, laisse tomber, l'ambiance, l'univers, tout est un sans faute. Ça parle donc d'un équipage qui vogue à la recherche d'un oracle. Alors je me souviens plus des prénoms de tout le monde parce qu'ils sont assez compliqués. Et donc cet équipage vogue à la recherche de cet oracle. On sent que c'est un peu une question de vie ou de mort et c'est une situation géopolitique un peu compliquée. Ils ont quelque chose de très important à lui demander. Cet oracle n'est évidemment pas facile à trouver et on doit être dans des régions très reculées. Et pendant qu'ils voguent sur le fleuve, il récupère un mec. Il est là, il est vraiment pas en bon état, hein, il est très amoché, il est pendu à un bout de bois comme ça, le seul truc qui a fait qu'il s'est pas noyé. Il le récupère. Ami ou ennemi, ils ne le savent pas encore. Et donc ils vont le soigner et cet homme, qu'ils vont appeler le bâtard, va raconter son récit. Il va raconter son enfance parce que ce n'est pas un homme comme les autres. C'est tout ce que je vais vous en dire. Parce que comme c'est introductif, si je vous raconte trop là, le lore, l'univers de cette saga, je vais simplement tout vous raconter du livre. Donc je vous laisse ensuite découvrir la richesse de cet univers de fantasy, mais c'est une saga qui me faisait de l'œil depuis longtemps. Je suis contente de lui avoir donné une chance. C'est clair que ce tome-là, c'est pas une lecture qui m'a marqué au même titre que les 7 autres livres que je vous ai présentés, mais voilà, il y a des trucs, des fois, on peut pas l'expliquer, mais on sent que c'est des livres qui nous ont marqués. Et ce livre-là, même si l'objet tout seul n'a pas forcément été un coup de cœur, l'univers, la découverte de cet univers et la découverte de cette plume, ça a été l'une de mes meilleures expériences de cette année. Et enfin, le moment tant attendu, mon coup de cœur de cette année. Mon plus gros coup de cœur, ma dernière lecture, c'est Au revoir là-haut de Pierre Lemaitre. Ce livre, vraiment sublimissime, un sans faute. Je n'avais jamais lu de Pierre Lemaitre, grand mal m'en fasse. C'était le prix Goncourt, je crois, en 2014. Je crois que le livre a à peu près 10 ans. Donc au moment où il est sorti, donc 2013, 2014, 2015, quelque chose comme ça, il a été prix Goncourt, et bien vraiment prix Goncourt largement mérité. Maintenant j'ai qu'une envie, c'est de lire plein d'autres livres en fait de Pierre Lemaitre. Pour ceux qui se demandent, je n'avais pas vu le film. Je n'avais pas encore vu le film, je sais qu'il y a un film qui est absolument excellent, donc on a dit excellent, je le regarderai du coup, mais je ne l'avais pas vu avant de découvrir ce livre, qui est dans ma pile à lire depuis très longtemps. Ça fait au moins 1 an et demi, 2 ans qu'il doit traîner dans ma bibliothèque. Et vous savez, il y a des moments où le livre il est là, le livre il est là, le livre il est là. Non, c'est pas le moment. Et à un moment vous voyez, vous vous dites, c'est ça. Là c'est lui, exactement lui que j'ai envie de lire. C'est pour ça que les gens qui ont des grandes piles à lire et tout, il faut pas culpabiliser parce que des fois c'est juste faut attendre le bon moment. Et là c'était le bon moment pour ce livre-là. De quoi ça parle? En gros c'est un livre sur la Première Guerre mondiale. Je vais vous résumer vraiment juste les premières pages, mais en gros on est dans les tranchées et il y a des rumeurs qui circulent comme quoi la guerre va bientôt prendre fin. On est vraiment en 1918 à l'aube de l'armistice. Les rumeurs, il y en a toujours eu, mais celles-là, on sent qu'elles sont peut-être un peu plus fondées que les autres. Vous vous doutez bien que quand on pense que la guerre va finir d'ici 1 à 2 semaines, les soldats ils ont pas vraiment envie de se battre. Ils sont là, ils traînent un peu dans les tranchées, mais t'as réussi à survivre à 4 ans de guerre, t'as pas envie de crever à la veille de l'armistice. Le problème c'est qu'il y a les officiers aussi, les commandants, etc., qui eux voient ça comme la dernière opportunité de se démarquer et de réaliser une prouesse de guerre. Nous avons donc ce commandant, Henri, il est très arriviste. Lui il veut pas louper cette occasion. Il y a un terrain des Allemands qui est pas très loin, devant lesquels il campe un peu et tout, mais il est encore aux Allemands et lui il aimerait bien le prendre avant la fin de la guerre. Il va envoyer 2 soldats en reconnaissance et les Allemands vont tuer ces 2 soldats. Là, ok, bientôt la fin de la guerre, mais on vient de tuer 2 potes à eux. Ah, les soldats français là, c'est bon, il y a une colère en fait qui monte en eux, etc.
Et le commandant Henri, là, il va en profiter, il va lancer l'attaque. Nous avons donc 2 soldats en particulier qu'on va suivre, c'est Albert et Édouard. Albert, il va donc mener l'assaut avec tous les autres, et quand ils sont sur le champ de bataille, il voit en fait les 2 corps des 2 éclaireurs qui avaient été envoyés précédemment. Et en fait, il les reconnaît. Bizarrement, ils ont une balle dans le dos. Bah, c'est bizarre. Si les Allemands ils les avaient tués, ils les auraient tués de face. Et là, les tirs sont venus du dos des éclaireurs. Là, il se retourne et il voit le commandant Henri là, qui le regarde. Il est fixe comme ça. Mais alors qu'il y a des obus qui pètent autour d'eux, tout le monde se bat, machin, c'est l'apocalypse, hein. Mais il y a un échange de regards, et en fait, Albert comprend, et Henri comprend que Albert a compris. En gros, le commandant là, il a envoyé ses éclaireurs, il les a tués, parce qu'il savait qu'en fait, leur mort allait soulever les foules, et allait redonner en fait cette rage de combattre à ses soldats. Dans le chaos de ce champ de bataille, Albert il va tomber dans un trou d'obus, et il va se faire ensevelir. Donc il est vraiment sous terre, etc. En fait, il va mourir, hein, écrasé par la pression de la terre et par l'étouffement. Et de loin, il y a un soldat, Édouard. En fait, il a vu le commandant Henri regarder dans ce trou un peu bizarre et tout. Il va courir, il a une balle dans la jambe et tout, il souffle, machin. Il va sauver en fait le soldat Albert. Il va gratter, il va réussir en fait à créer un petit trou, à le sortir. Et au même moment, il y a encore un obus qui va exploser à côté d'eux. Édouard, il va avoir la tête défigurée, c'est-à-dire que l'obus va vraiment emporter la moitié de son visage et il va être une de ces fameuses gueules cassées, malheureusement des combattants qui ont été défigurés pendant les guerres, notamment ici la Première Guerre mondiale. Et ensuite, après tout ça, on va suivre les soldats quelques jours, semaines après, pendant la convalescence d'Édouard, parce que le pauvre, quand tu t'es fait emporter la moitié de la figure, tu souffres, c'est compliqué. Et en même temps, Albert, il va essayer de se débrouiller parce qu'il sait que, comme il a démasqué le commandant Henri, ils sont un peu en danger tous les deux. Et ce roman, il est vraiment magnifique parce que, même s'il parle de la Première Guerre mondiale, il traite pas en fait de la violence de la guerre en elle-même, même si bien sûr dans les premières pages on la ressent. Il parle de la violence de l'après-guerre, c'est-à-dire que pendant que les hommes se battaient, c'était des héros, on leur donnait tous les louanges possibles, on les soutenait machin, et maintenant que la guerre est finie, maintenant que la guerre est gagnée, on les abandonne presque. On met des mois à les rapatrier chez eux, à leur donner des trains, on les paye pas parce qu'en fait il n'y a pas d'argent pour leur donner leur solde de combattants, on les traite mal, on a peur d'eux, on a peur de leur traumatisme, ils finissent par devoir reprendre une vie normale, mais ils en sont presque incapables, et les gens montrent assez peu d'empathie et de compréhension envers leur presque inaptitude à revenir à la société, et cette violence en fait de la vie quotidienne, plus Édouard qui est défiguré, cette difficulté de devoir vivre avec lui-même alors que son visage a presque disparu, c'est très dur. Et en même temps, comme on est dans la tête d'Albert, et qu'Albert c'est un personnage qui avant était comptable, lui il est assez obéissant, parfois un peu soupolé, il est un peu naïf quoi, donc on a ce petit côté naïveté, positivité, bonne intention quoi, donc on a cette espèce de réalité qui est assez dure, en même temps qui est un peu allégée par cet attachement qu'on a à Albert qui fait un peu de son mieux et qui se découvre des espèces de forces qu'il n'avait pas avant. Et cette expérience en fait de guerre et de solidarité qu'ils vont vivre va les souder à jamais. Et donc dans cette après-guerre, on suit leur destin à eux, et on va suivre aussi l'après du commandant Henri là. Parce que cet arriviste, il va pas s'arrêter là, il va faire d'autres trucs. Mais ça, je vous raconte pas. C'est des romans historiques comme je les aime, c'est-à-dire qu'ils sont très bien sourcés, ils s'inspirent de faits réels, et en même temps, on n'oublie pas qu'avant tout, c'est une histoire. Donc, il y a des personnages qui sont extrêmement attachants, il y a une part de fiction qui rend le tout très épique. En fait, le dénouement, le développement de ce qui se passe avec Albert et Édouard, moi je trouve ça surprenant, je trouve ça super drôle, je trouve ça décalé. J'ai adoré en fait suivre la suite de leurs aventures. Même le commandant Henri là qu'on adore détester, tout ce qui va se passer avec lui, en fait ça va dénoncer beaucoup de choses qui sont passées dans l'après-guerre, parce que lui, tout ce qui est raconté c'est tiré d'une histoire vraie. Et il y a des personnages qui sont très bien campés, on a une très belle narration, le côté on a l'impression d'être dans la tête d'Albert, ça fait que
C'est une écriture qui est presque familière mais qui du coup se lit très bien. En fait c'est un vrai page-turner. C'est un roman historique qui prend des libertés et qui en même temps reste très fidèle aux circonstances de l'époque, à la réalité de l'époque, que ce soit dans ce qu'il y avait de beau ou ce qu'il y avait de dur. C'est hyper accessible, c'est hyper bien écrit. J'adore les personnages, vraiment je sais que je vais les garder dans mon cœur pendant très longtemps. Peut-être quelques trigger warnings hein, sur les questions de santé mentale, hein, beaucoup, mais si vous avez envie de lire un très bon roman historique, foncez. Et vraiment ça me réconcilie avec les prix Goncourt. Ça en est tout pour ce top lecture de 2024, j'espère que ça vous aura donné des inspirations hein, pour l'année à venir. Dites-moi vous en commentaire, c'est quoi votre au revoir là-haut de 2024? Genre le livre coup de cœur, le livre que vous pensez que tout le monde devrait lire. Comme ça me donnera de l'inspiration et vous pourrez aussi aller piocher dans les commentaires les uns des autres. On se retrouve bientôt, ou pas bientôt, hein, ça dépend. Vous avez vu que le rythme de programmation des vidéos est assez décousu, mais on fait comme on peut. Donc on se retrouve prochainement, on va dire, dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite encore une très belle année 2025, j'espère qu'elle sera remplie de bonheur, de santé, de joie et de très belles lectures. Et je vous dis à très bientôt. Bye.